Bonjour à toutes et tous. L'UNSA Éducation, dans le cadre de sa semaine de la QVCT, propose une série d'audios axée sur la santé mentale au travail. Aujourd'hui, l'audio prend tout son sens, étant donné que nous sommes le 10 octobre, journée mondiale de la santé mentale. Nous vous présentons le 5e et dernier audio de la série qui portera sur les obligations légales de l'employeur en matière de santé mentale au travail et les revendications de l'UNSA Éducation. Pour répondre à mes questions, une représentante de l'UNSA Éducation. Bonjour et merci de l'invitation. Alors, on va commencer par le cadre légal. Concrètement, quelles sont les obligations de l'employeur en matière de santé mentale ? Alors, la règle de base, elle est très claire. Article 2.1 du décret 82.453 dit que le chef de service a l'obligation d'assurer la sécurité et la santé des personnels placés sous son autorité. Ça veut dire la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et dans le cadre du Code du travail, l'article L4121.2 rappelle un principe important, c'est au travail de s'adapter à l'homme et non l'inverse. C'est donc une vision globale, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire prendre en compte toutes les dimensions du travail, physique, cognitif, psychique, et intégrer la prévention des risques psychosociaux au même niveau que celle des troubles musculo-squelettiques par exemple ou des accidents. Il faut s'attaquer aux causes profondes et aux causes organisationnelles. Mais dans les faits, ça passe par quoi ? Alors ça passe par de la prévention et il y a 3 niveaux complémentaires et ils concernent bien tous les agents, quel que soit leur métier ou leur statut. Vous pouvez les rappeler, ces 3 niveaux de prévention ? Bien sûr. Alors, il y a d'abord la prévention primaire, c'est la plus importante, la plus efficace sur le long terme. L'objectif, c'est d'éliminer ou de réduire les risques à la source. En matière de santé mentale, ça veut dire, par exemple, repenser l'organisation, limiter la surcharge de dossiers, prévoir des effectifs suffisants ou éviter les injonctions contradictoires. Et ce, pour l'ensemble de la communauté éducative. Certes, les enseignants, mais aussi les inspecteurs, les personnels d'encadrement, d'administratifs, infirmiers, médecins, ingénieurs, techniciens, bibliothécaires, assistants d'éducation, AESH, pour ne citer que. Il y a différents espaces de travail, notamment dans des établissements scolaires, des services déconcentrés, des bibliothèques, des laboratoires, des universités. Alors ensuite, il y a la prévention secondaire. Alors oui, si le risque ne peut pas être totalement supprimé, là, on cherche à aider les gens à mieux y faire face, à limiter les effets négatifs. La prévention secondaire, c'est donner aux agents les moyens de faire face aux difficultés quand elles apparaissent. Ça passe par exemple par des temps d'échange en équipe, des formations à la gestion du stress ou des cellules d'écoute psychologique accessibles à tous les personnels et pas seulement aux enseignants. Et le 3e niveau, c'est la prévention tertiaire. Là, le dommage est fait. Oui, exactement. La personne est en souffrance ou malade. L'objectif, c'est de la prendre en charge, de l'aider à se rétablir, à revenir au travail si possible dans des bonnes conditions et surtout d'analyser ce qui s'est passé pour éviter que cela ne se reproduise. C'est la réparation et éviter la récidive. Par exemple, accompagner un collègue en arrêt pour burn-out, aménager son poste à son retour ou prévoir un suivi médical renforcé. L'objectif, c'est à la fois d'aider la personne et d'éviter que la situation se reproduise. Donc si je comprends bien, l'idéal, ce serait d'investir massivement dans la prévention primaire, d'agir sur les causes. Exactement. La prévention primaire s'attaque vraiment aux racines du problème. Mais en pratique, les 3 niveaux sont complémentaires et nécessaires. On ne peut pas ignorer ceux qui souffrent déjà, tertiaire, ni négliger les outils pour faire face aux situations en cours de dégradation, secondaire, mais l'effort principal devrait porter sur l'amélioration de l'environnement du travail lui-même, la prévention primaire. On entend aussi souvent parler d'outils comme le DUERP, le RSST ou le RSDGI. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est et puis surtout leur rôle pour la santé mentale au travail ? Bien sûr. Alors, le document unique d'évaluation des risques
professionnel, le DUERP. En fait, il recense tous les risques, y compris les risques psychosociaux comme le stress ou la surcharge de travail. Et surtout, il devrait servir à construire un plan annuel de prévention qui hiérarchise les risques selon leur gravité et leur fréquence et devrait prévoir des actions concrètes pour les réduire. Ça n'est donc pas juste un papier. Ah non, non, c'est bien un outil vivant. Si un service enregistre beaucoup d'arrêts pour épuisement, s'il y a des tensions interpersonnelles, ça doit apparaître dans le DUERP et être traité en priorité dans ce plan de prévention annuel. Le RSST maintenant, à quoi ça sert ? Le registre santé et sécurité au travail, c'est l'outil des agents. Chacun peut y signaler une situation qui menace notamment sa santé mentale, pression excessive, organisation chaotique, ambiance délétère. C'est une alerte qui oblige l'administration à examiner le problème. Et le fameux RSDGI ? Celui-ci, c'est le registre spécial de dangers graves et imminents. Il sert à établir des signalements d'urgence ou à faire valoir son droit de retrait. On l'utilise seulement dans des cas extrêmes, comme l'harcèlement caractérisé, la menace ou la tentative de suicide. Là, l'administration doit réagir immédiatement, enquêter et protéger l'agent concerné. Donc si je comprends bien, chacun de ces outils a un rôle spécifique, mais tous peuvent et doivent servir à protéger la santé mentale des personnels. Exactement. Mais encore faut-il que l'administration prenne ces alertes au sérieux et applique réellement les mesures prévues. Alors dans tout cela, quel est le rôle des représentants des personnels ? Alors, l'employeur devrait informer les représentants des personnels. Cependant, l'agent peut saisir le conseiller syndical. Il est un acteur majeur pour l'accompagner. En effet, il connaît les procédures, il a l'expérience et il connaît les acteurs sur le terrain. Et les revendications de l'UNSA Éducation sur ce sujet ? Alors, elles sont très claires pour notre fédération. Parmi les plus importantes, il y a une vraie politique de prévention des risques psychosociaux dans le cadre d'un accord QVCD, avec des moyens humains et financiers. Ensuite, des effectifs suffisants pour éviter la surcharge de travail chronique. Ensuite, des médecins de travail en nombre suffisant parce qu'aujourd'hui la situation est catastrophique et que la carence en médecine de prévention rend toute prévention impossible. Et enfin, la reconnaissance institutionnelle du droit à la déconnexion et du temps d'expression des agents, parce que écouter et respecter les personnels, c'est aussi prévenir les atteintes à leur santé mentale. Merci beaucoup pour ces éclairages. Alors on retiendra que la santé mentale au travail, ça n'est pas une option, mais c'est une obligation légale de l'employeur et qu'il reste encore beaucoup à faire. L'UNSA Éducation vous remercie d'avoir passé la semaine de la QVCT avec nous. Et si vous souhaitez aller plus loin, rendez-vous sur notre site internet unsa-education.com où vous trouverez toute une série d'articles complémentaires sur le sujet. Nous avons aussi les podcasts de l'année dernière de notre semaine de la QVCT qui traitent de la QVCT en général, du droit à la déconnexion, des postures de travail et aussi du droit à l'erreur. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous donnons rendez-vous très vite pour une autre campagne. Notre fédération, l'UNSA Éducation, qui recoupe 23 syndicats des métiers de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, de la jeunesse et des sports, de la culture et de l'agriculture, est résolument engagée. Nous sommes là pour proposer des solutions concrètes et accompagner au quotidien.